غدوة تاني متمني يكتب المكتوب. Bonjour et bienvenue donc sur un nouveau programme Euromag. Euromag, vous savez, sur Beurre TV maintenant et bientôt sur Arabelle FM 106.8 en Belgique. Euromag traite de tous les sujets de l'actualité européenne qui concernent le Maghreb. Et je le rappelle comme d'habitude, nous sommes des Européens d'origine maghrébine et nous le revendiquons. Alors aujourd'hui sur le plateau, on reçoit bien sûr une invitée très chère à notre émission puisqu'elle avait participé au lancement. Donc je présente Madame Malika Benarabatou. Bonjour. Voilà, bonjour Malika, qui était à l'époque donc dans le groupe des Verts, mais qui aujourd'hui c'est une nouvelle donne. Absolument. Et à ses côtés donc notre toujours grand reporter de la radio, de la chaîne internationale, Monsieur Habib Ben Safi. Habib, bonjour. Bonjour. Qui aujourd'hui, on va traiter un petit peu le sujet essentiel, ça veut dire que s'est-il passé cette semaine en Europe et qu'ont décidé les Européens par rapport aussi au Maghreb ou au monde. Et puis, on va parler des 50 ans d'immigration ici en Belgique. 50 ans d'immigration, ça veut dire beaucoup de choses. Pour l'instant, en Belgique, ils ont parlé de l'immigration marocaine et de l'immigration turque. Mais on parlera justement de l'immigration en France. Puisqu'on sait aujourd'hui, nous arrivons à ce demi-siècle. Alors, pour commencer, Habib, une chronique par rapport au monde financier. Plutôt, plus précisément sur le gel, sur les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Donc, je commence par ma chronique. L'Occident possède une arme redoutable, le gel des avoirs. Une arme dont l'utilisation ces dernières années a souvent été utilisée sans réelle efficacité, puisqu'à chaque fois, la dissuasion était vaine, non convaincante et pratiquement inutile pour le profane. Cette arme vient d'être de nouveau mise en pratique avec le gel des avoirs de Mme Bouchra al-Assad, sous prétexte d'être la sœur de Bachar al-Assad. Il est vraiment inconcevable que les pays occidentaux décident de façon aléatoire, unilatérale, de geler des avoirs de personnes étrangères pour diverses accusations, dont le non-respect des droits de l'homme ou d'autres motifs aussi fallacieux les uns que les autres. Ces personnes sont accusées d'avoir commis des délits en dehors du champ des compétences juridiques de l'Occident. On fait appel pour ça à la compétence universelle, mais uniquement avec les pays faibles. Le tribunal européen, dont la saisie de cette affaire relative à Mme al-Assad est floue, a confirmé l'inscription de la sœur de Bachar al-Assad sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie. Non seulement les pays occidentaux ont aidé, encouragé, insufflé, incité et financé les rebelles syriens, qui ne sont autres que des terroristes, mais ils ont également gelé les avoirs des autorités légitimes syriennes, comme d'autres personnes d'ailleurs. Qu'est-ce que cela veut dire, geler les avoirs ? La définition occidentale est d'ailleurs très vague. Geler les avoirs signifie ne pas autoriser les personnes concernées à disposer de leurs propres fonds. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Va-t-on innocenter ces personnes pour leur permettre de récupérer leurs fonds ? Va-t-on les remettre aux nouvelles autorités du pays qui ne connaissent ni le contenu, ni les sommes, ni les différents comptes, voire même l'existence de ces avoirs. Et pour rappel, cela n'a jamais été à l'initiative des organismes financiers d'interpeller un tel ou un tel pour dire « venez chercher votre argent ». Par conséquent, il y a de fortes chances pour que ces avoirs disparaissent dans le maelstrom financier des banques occidentales. Le tribunal européen indique dans cette affaire que malgré le décès de son époux, vice-chef d'état-major du régime syrien, le lien familial qui unit Mme al-Assad à son frère suffit pour que le Conseil puisse considérer qu'elle est liée aux dirigeants de la Syrie. Mme Bachar al-Assad est la sœur de M. Bachar al-Assad, président de la République arabe syrienne, et a été mariée à M. Shaukat, vice-chef d'état-major du régime syrien, jusqu'au décès de ce dernier. Dans le cadre des mesures restrictives adoptées à l'encontre de la Syrie, le Conseil a considéré que Mme Assad profite du régime syrien et y est associée en raison de la relation personnelle étroite et de la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien et d'autres personnages clés du régime syrien. Le Conseil a donc inscrit son nom sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives, si bien que les fonds qu'elle possède dans l'Union ont été gelés et qu'elle s'est vue interdire l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres de l'Union. Les Européens et les Occidentaux ont toujours été aveuglés par la patte du gain. Et cette fois-ci s'ajoute leur volonté de résoudre leurs problèmes financiers. Autrefois, c'était envahir territorialement des pays souverains pour s'accaparer de leurs richesses avec une violence inouïe. Aujourd'hui, c'est plus sournois.
On invite les dirigeants, les hommes d'affaires, les entreprises, les organismes financiers des pays sous-développés à venir déposer leurs richesses moyennant un taux d'intérêt aussi vague que leurs promesses, ainsi que la garantie d'une sécurité inviolable. Les pays occidentaux gagnent sur les deux tableaux. Ils récupèrent cet argent en devise qui a permis de payer les ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, les minerais et autres, et il est placé dans leurs banques, permettant ainsi de les faire fructifier au grand bonheur du pays hôte. Quant aux sous-développés, ils perdent sur les deux tableaux, avec en prime le gel de ces avoirs dès que le besoin s'en fait sentir à Paris, à Londres ou ailleurs. Procédé, une petite manifestation qui s'amplifie, des snipers qui agissent pour tuer des gens des deux côtés et le tour est joué. Les médias lourds occidentaux sont envoyés sur le terrain pour informer ou désinformer. Alors, branle-bas de combat à Bruxelles, Paris, Berlin et Londres, où les réunions extraordinaires se succèdent pour venir en aide aux pauvres citoyens de ces pays qui subissent la violence de leurs dirigeants. Les premières réactions sont bien entendu les sanctions, dont l'embargo économique pour accentuer la pression sur les citoyens, le gel des avoirs et les restrictions des visas pour ne pas permettre à ces personnes de venir vérifier leurs comptes bloqués. C'est mieux que la bourse ou la vie, ou alors la bourse et la vie, comme le cas irakien et libyen. Waouh! Waouh! Je ne peux absolument pas soutenir cette position. Sur deux points. Alors, je ne connais pas précisément la situation de Mme Bouchra Assad, mais j'ai entendu un terme qui ne me convient absolument pas. Dire que les rebelles syriens aujourd'hui sont des terroristes, ça n'est pas acceptable. Le président Assad est quelqu'un qui a nié son peuple, qui est en train de l'exterminer. Je ne vais pas rappeler le nombre de morts, le nombre de réfugiés. C'est un dictateur, c'est un autocrate qui est en train il ne représente pas son peuple tel qu'il est dans la réalité. Et donc, parler de terroristes pour des citoyens qui sont des rebelles et qui veulent une démocratie et être représentés, ça je ne peux pas l'accepter et je ne suis absolument pas d'accord. Ensuite, il y a une question qui m'interpelle et pour moi est très importante. C'est la question de la compétence universelle des tribunaux. Il faut quand même avoir en tête que ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui s'est passé avec ces milliers de morts, des millions de morts au Rwanda, ça n'a pas été possible de le faire dans ce pays-là, étant donné les rapports de force et justement les gens qui ne sont pas démocrates au pouvoir. Et c'est le tribunal, d'ailleurs, qui a compétence universelle à Paris, qui a permis qu'enfin justice soit rendue aux familles des victimes. Et je trouve que c'est une réelle avancée et que dans ces situations où la justice ne peut pas être mise en place, puisque les pouvoirs en place sont autoritaires et sont plutôt en train d'être contre leur peuple plutôt que d'être représentants de leur peuple, qui devrait être ce qu'est un pouvoir en place dans un pays. Alors moi, je pense que la compétence universelle et ce qui a été fait pour le Rwanda est essentiel et très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut le généraliser, il faut que ce soit dans des situations très précises, mais donc je suis complètement en opposition à ce que vient de dire votre chroniqueur. Je trouve que c'est excessif et que la réalité est plus complexe. Cette vision où les Européens seraient ceux qui cherchent l'argent, mais enfin cet argent, il vient parce que certains pouvoirs en place, qui captent la richesse de leur peuple, veulent la mettre pour la faire fructifier en Europe. Donc ce n'est pas l'Europe qui dit « venez absolument mettre vos sous là-dedans ». Enfin, c'est une vision que je ne partage pas du tout. Alors, chers téléspectateurs, on doit vous rappeler aussi qu'en Belgique, on vient justement de parler de la 3e année d'entrée en guerre justement en Syrie. L'opposition syrienne, qui a été aussi reçue ici au Parlement à l'époque, justement, nous raconte aujourd'hui qu'après le début, je vais dire, de l'offensive, il y a eu, c'est vrai, des salafistes, des terroristes qui ont été financés par des pays, on va dire, du Moyen-Orient, que tout le monde sait. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire qu'à Doha, la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, donc l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats ont rappelé leur ambassadeur. Justement pour des problèmes justement dans les gestions de ces guerres. Alors aujourd'hui, ce que tu soulèves dans la chronique, ce qui est très important, c'est ce qui s'est passé aussi en France pour des dirigeants africains. Est-ce que quand les dirigeants sont accusés, toute leur famille, qu'ils aient honnêtement ou malhonnêtement gagné l'argent, doivent être vérifiés, mais on peut aller aussi plus loin, puisqu'on doit le rappeler, qu'à l'époque Ben Laden, et jusqu'à aujourd'hui, le consortium Ben Laden d'Arabie Saoudite est le plus grand constructeur immobilier et qui était à l'époque, bien sûr, associé avec les différents partenaires américains qu'on connaît. Alors, justement, par rapport à ça... Là,
il y a un thème qui est très important, c'est est-ce que cette richesse a été gagnée de manière légale, de manière normale, ou est-ce qu'elle a fait l'objet d'une captation et d'un vol? C'est ça qui est important. Et pour moi, le critère, il est là. À partir du moment où la richesse d'un peuple est volée par des dirigeants autocrates, alors je pense qu'il faut les sanctionner. C'est très important. Et la différence, elle est là. Un pouvoir qui gagne de l'argent de manière légale parce que la constitution, le fonctionnement démocratique d'un pays le permet, je suis d'accord. Mais par contre, à partir du moment où il y a un vol, il faut que la justice soit être possible pour ces peuples-là qui sont sous le joug d'un pouvoir autocrate. Bien entendu, mais donc si vous interpellez la compétence universelle doit s'appliquer pour tout le monde. Ah oui. Bien entendu. Or, aujourd'hui, juste un petit point sur ça, aujourd'hui, par exemple, la CPI, la Cour pénale internationale, quand on voit les dossiers qu'il y a, ce ne sont que des dossiers de pays africains. Uniquement. À part le cas des cas serbes, et c'est tout, les deux cas-là. Mais tout le reste, tous les dossiers qui sont pour l'instant au niveau de la CPI, ce sont des dossiers africains. Donc si on fait appel à la compétence universelle, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait un gendarme dans le monde avec un tribunal international, mais que ça concerne tout le monde. Oui, je suis d'accord. Pas uniquement les pays africains. Mais là, on constate que la CPI, elle le prouve. Je les ai déjà interpellés pour cette question en disant pourquoi seulement des pays africains? Pourquoi pas les autres? Pourquoi est-ce que la CPI, quand elle veut interpeller quelqu'un d'autre, on dit « Ah non, mais attention, c'est un pays démocrate, donc la compétence universelle ne va pas sur ce champ d'application. » C'est le champ d'application qui me gêne. Dans ce cas-là précis de la compétence universelle, je suis tout à fait d'accord pour la compétence universelle, mais qui concerne tout le monde. Pas uniquement des pays faibles, c'est ce que j'ai souligné. La compétence universelle, normalement, doit venir... Moi, je ne suis pas une juriste, mais je donne ma vision comme ça, de là où je suis. Mais la compétence universelle, elle vient rendre justice au moment où, dans un pays, la justice ne peut pas être rendue de manière démocratique. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est plutôt les pays africains. Alors il faut regarder de près. Mais ce n'est pas la même chose que de remettre en cause cette compétence universelle. Je peux être d'accord pour discuter de qui, comment, etc., du fonctionnement, du choix des dossiers. Mais je pense que c'est vraiment une avancée que d'avoir cette compétence universelle aujourd'hui. Merci. Donc ça, c'était notre entrée en matière, je veux dire, de la chronique, mais qui nous pousse à suivre donc le sujet de la semaine, des restrictions par rapport à la Russie et donc l'Ukraine. Alors je rappelle que vous allez voir la déclaration de Mme Ashton. Donc il y a 21 personnes qui ont été, pour l'Europe, donc interdits de séjour en Europe et dont les biens vont être gelés. Et pour les États-Unis, il y a un nombre moindre. 11 personnes. 11 personnes. Mais dans la réalité, on va le dire concrètement, ce ne sont pas les personnes de première catégorie, ce sont les seconds couteaux. Et donc, je vous propose de regarder donc, ce qui s'est passé au Conseil hier et de revenir justement avec nos invités. On ne peut pas juste rester assis et déclarer que la situation est inacceptable. Donc nous devons tout d'abord réfléchir sérieusement à la réponse à donner et il devrait y avoir une réponse. Nous allons donc, comme vous le savez, passer à l'étape supérieure en ce qui concerne la réponse donnée par l'Europe, en interdisant de quitter le territoire et en gelant les avoirs de certaines personnes. En même temps, toutes les possibilités diplomatiques restent possibles si la Russie le souhaite. Hi everyone, welcome to this press conference after the Foreign Affairs Council. The High Representative will make her opening statement and then we'll have time for 3 questions before we scoot off to the airport. We strongly condemn the holding of this referendum. It's illegal and it's a clear breach of the Ukrainian constitution. We recall that deployment of Russian forces is a violation of Russia's international commitments. Let me stress the European Union does not and cannot recognise the outcome of a referendum under these circumstances. We also deplore the further negative developments we've seen on the ground, which are in clear violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. And we do regret that Russia has so far not engaged in negotiations with Ukraine. In the absence of positive steps and in line with the statement of European Union leaders on the 6th of March, we've decided today to introduce additional measures. More specifically, restrictive measures against 21 individuals responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Their names will be published in our official journal later on today. We want to underline very clearly that there is still time to avoid a negative spiral and to reverse current developments, and we call on the Russian leadership
not to take steps to annex Crimea and instead to take steps to de-escalate this crisis. The EU will sign the political provisions of the association agreement with Ukraine on the 21st of March here in Brussels. This is a strong signal of our political support. We'll also provide strong financial support for economic and financial stabilisation of the country, as presented by the European Commission in its assistance package to Ukraine, which we are committed to implement rapidly. That includes autonomous trade preferences, which will start to be applied within a few weeks. I talked to ministers about my visit to Bosnia and Herzegovina last week and the importance of looking at how best we can support Bosnia and Herzegovina in addressing the huge economic, social and political challenges that they are faced with. We also had a brief discussion where I talked about what we were doing on the Middle East peace process, where you know we are fully supporting the United States and Secretary Kerry in particular for his efforts and the Israeli and Palestinian engagement in the current negotiations. And as I've said before, we are determined to provide unprecedented support in a package to both parties in the context of the final status agreement on the basis of a special privileged partnership. The European Union opposes a boycott of Israeli companies and business. We don't want to see Israel isolated. But I reiterate our position regarding settlements and the territorial applicability of bilateral agreements. Well, I congratulate the people of Serbia on the elections. Deputy Prime Minister, as he was, Vucic, has clearly had a very strong showing. He's been a huge and important part of the dialogue. So I expect the discussions to continue, and indeed I think he's made that perfectly clear. I hope to make a bilateral visit to Serbia, not connected with the dialogue, but in my capacity once the government is formed. I look forward to that very much. And we're already in discussions with both Pristina and Belgrade about when the next round of the dialogue should be, and I hope very soon. Habib, tu étais ici hier donc avec nous. Que s'est-il passé? Au Conseil donc, des Affaires étrangères, donc, les ministres de l'Union européenne ont décidé, bien entendu, de sanctions contre la Russie. Alors, les sanctions, en fait, les sanctions qui ont été prises ont été décidées lors du sommet du 6 mars. Et là, on a parlé donc de sanctions graduées, c'est-à-dire il y a 3 étapes dans les sanctions. La première étape, c'est d'avoir donc suspendu les négociations pour les visas, donc suspendre les négociations. Une deuxième, et également la suspension des négociations concernant l'accord Union européenne-Russie. Et en plus de ça, ne pas participer au prochain sommet de Sochi du G8, pour que les pays que ça concerne, parce que tous les pays de l'Union européenne ne sont pas là. Aujourd'hui, hier, ils ont encore rajouté la deuxième étape, qui est celle du gel des avoirs de 21 personnes, et entités bien entendu, russes et ukrainiens également, parce que dans le cas de Viktor Yanukovych par exemple, les États-Unis ont décidé le gel de ses avoirs et de le mettre sur la liste, la blacklist qu'on appelle. Donc voilà, ce sont des sanctions, je ne sais pas si honnêtement elles vont inciter les autorités russes à revenir en arrière. Je crois que le fait que la Crimée et déclaré son indépendance et voulu son rattachement avec un pourcentage aussi important. Je peux mettre en exemple le cas du Kosovo, où tout le monde a applaudi quand le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie. Je crois que le cas, il est le même. Alors, est-ce que c'est toujours la politique des 2 poids 2 mesures qui revient toujours sur la table? Voilà. Alors, si vous voulez mon point de vue, donc, moi je pense que c'est presque trop tard l'histoire des sanctions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu ce mouvement démocratique en Ukraine. C'est quand même, il faut se rappeler que le mouvement de la place Maïdan, c'était de demander au contraire l'intégration, ou en tout cas une relation forte avec l'Europe. C'était au contraire de sortir de ce joug russe. Aujourd'hui, moi je crois qu'il faut prendre acte de ces élections qui ont été démocratiques. Enfin, dans tout ce que j'ai vu dans les médias, on dit que ça a été vraiment fait de manière
manière transparente et démocratique et que ce choix est très clair des citoyens de la Crimée. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre acte, on ne peut pas refaire l'histoire. Moi j'étais plutôt d'accord, je ne suis pas toujours d'accord avec l'ancien ministre des Affaires étrangères Védrine, mais là j'ai trouvé qu'il avait une position avant que ce référendum et ce vote très largement pour la Crimée dans la Russie. C'était une vision de dire on aurait cet espace de l'Ukraine qui serait entre l'Union européenne et la Russie, avec une espèce de finlandisation, c'est-à-dire un espace un peu neutre, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'on revienne à une ancienne guerre froide, quoi, avec des blocs. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour le multilatéralisme. Je pense qu'au contraire, l'Europe peut être cet espace qui ne soit pas soumis à l'impérialisme américain ou à l'impérialisme russe, et qui permette cette alternative dans ce monde qui bouge et qui évolue. Bon, aujourd'hui, il faut prendre acte de ce vote. Je crois qu'on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est un vote majoritaire qui a vraiment été transparent. Et voilà, donc c'est le choix aussi des personnes de Crimée. Et je crois qu'il faudra maintenant être attentif à ce que les personnes qui vivent en Crimée, mais qui ne sont pas pro-russes, puissent avoir ce choix. Parce qu'il y a quand même l'armée russe qui est là. Donc il y a quand même aussi cette pression qui n'est pas neutre et qui est à prendre en compte. Moi, aujourd'hui, la minorité tartare, notamment, qui est en Crimée, qui est majorité musulmane, doit pouvoir être respectée, protégée si elle a besoin et qu'elle puisse, elle aussi, faire son choix. On rappelle, l'Ukraine avait eu plusieurs élections avant. En tous les cas, ce qu'on peut parler, c'est que des autorités politiques ou des partis politiques ont été malmenés. Et puis, donc, le président est arrivé, avait des difficultés financières, est allé solliciter l'Europe, mais il y a eu une négociation, avait des problèmes de gaz avec la Russie, et à ce moment-là, la Russie a proposé 15 milliards de dollars, plus des avantages sur le gaz. Oui. Ensuite, il y a eu des pressions de l'Europe pour qu'il accepte donc une visite de ministre des Affaires étrangères. La visite s'est passée, s'est déroulée, ça a été filmé. Il y a eu une signature d'un décret. Et ensuite, le lendemain, donc, après la signature, les opposants ont quitté les institutions, il y a eu un mouvement. Et à ce moment-là, on va dire que le président, ayant eu peur pour sa vie et pour ce qui pouvait se passer, a quitté, donc en partant. Oui, il faut rappeler en fait le contexte. Donc l'Ukraine était en négociation. Juste pour arriver à la fin, oui. Ça veut dire que les Européens avaient signé un accord avec ce président-là. Il faut rappeler que l'Ukraine était en négociation avec l'Union européenne pour un accord donc, de libre-échange, un accord d'association pour la création d'une zone de libre-échange depuis plus de 3 ans. Le dossier était bien avancé et qu'au dernier moment, M. Viktor Yanukovych, le président de l'Ukraine, a décidé de ne pas signer, à Vilnius d'ailleurs, où l'attendaient les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union, plus M. Herman Van Rompuy ainsi que M. Barroso. Il l'attendait pour la signature de l'accord et il a refusé de signer l'accord. Bon. La question qui se pose d'abord, est-ce qu'il a le droit de ne pas le signer ? Tout à fait, c'est un président élu démocratiquement. Donc ça rentre dans ses prérogatives et ses attributions de refuser de signer un accord s'il considère que ça ne l'arrange pas économiquement. Très bien. De là est né ce mouvement donc contestataire, qu'on a appelé Euromaïdan, qui a refusé en fait, le fait que M. Yanukovych refuse de signer l'accord de libre-échange, l'accord d'association avec l'Union européenne, et le mouvement a pris de l'ampleur. Alors, on voit là aussi également qu'il y a eu intervention. Plusieurs fois, Mme Ashton est partie là-bas, M. Stéphane Foulé est parti, le commissaire donc, à l'élargissement est parti en Ukraine, à Kiev, et ils ont également donc, incité les gens on leur a offert l'occasion de venir se rapprocher de l'Europe. Mais l'Ukraine est dans une situation économique désastreuse. Elle a besoin de fonds et de liquidités dans l'immédiat. Elle a besoin dans les 2 ans qui viennent de 35 milliards d'euros. Qui pourra le lui apporter ? Pas l'Union européenne. Elle ne peut pas lui donner 35 milliards d'euros dans les 2 ans. Le cas de la Grèce nous interpelle, où pendant des sommets et des sommets, il a fallu tergiverser. Ils ont tergiversé pour arriver à créer un mécanisme de solidarité, etc., etc. Eh bien, là, la Russie est venue, elle a dit « je vous donne 15 milliards, plus une réduction du 1/3 sur le prix du gaz ». Bon.
pour M. Yanukovych, et bien sûr que c'était quelque chose de très intéressant. Mais le mouvement a pris de l'ampleur et je crois que Yanukovych a eu peur et il est parti. Je crois que, alors, il y a ces éléments économiques qui sont importants dans les choix, mais au-delà quand même, quand le mouvement de la place Maïdan s'est mobilisé, c'était aussi parce que c'était un choix de société. Enfin, il faut quand même l'avoir. Je suis désolée, mais qu'on le veuille ou non, la Russie est un pays autocrate, c'est un pays où il est très difficile d'avoir la liberté de la presse. On voit bien que même lors des votes, pendant que les citoyens de la Crimée votaient, il y avait les armées russes de partout, quoi, je veux dire. Et donc il y avait cette pression-là. Et ce que voulaient dire et moi, en tant qu'Européenne, ça m'interpelle, ce que voulaient dire les citoyens qui sont mobilisés sur la place Maïdan en disant on veut pour l'Europe. Mais ils voulaient aussi un choix de société. Ils voulaient une société qui permette la liberté d'expression, qui permette la liberté globalement, etc. Et ce choix de société, c'était l'enjeu de ce qui s'est passé en Ukraine, et je crois qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, je mets juste un petit mot, les manifestants Euromaïdan ont contesté Yanukovych. Il s'agit du refus. Il s'agit du refus de la signature de l'accord d'association, pour lequel il a dit on peut encore négocier. Et d'ailleurs, il était en tous les cas, voici donc ce qui s'est passé en Europe. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve justement pour la partie importante, donc les 50 ans d'immigration ici en Europe. Alors merci Malika, on est rentré parce qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui en Europe et avec la Russie, ça nous affole. Il faut savoir que nous en Algérie, donc on a quand même des relations avec la Russie, avec le gaz aussi, avec l'Europe, donc c'est très important. Mais revenons à Nouvelle Donne. Oui. Revenons à vous, avant de voir justement après le reportage sur les 50 ans d'immigration en Belgique, en France et tout. Parlons de Nouvelle Donne et parlons de vous. Voilà, donc j'ai quitté le parti Europe Écologie Les Verts en France parce que je n'étais plus d'accord avec la direction qui était prise parti. La direction dans les deux sens. À la fois les chefs, les responsables du parti, ceux qui avaient les manettes et avec lesquels je ne suis pas d'accord, et et pour une autre raison, et la question de la direction, c'est-à-dire le fait que Europe Écologie Les Verts, et du fait qu'il a deux ministres, est sous le joug du Parti Socialiste. Et il est dans la même politique en place par le gouvernement. Et ça me gêne beaucoup parce que je pense que Hollande se trompe, que le gouvernement Ayrault se rapproche trop de la droite dans sa vision économique et que ça ne peut pas correspondre aux aspirations pour lesquelles les citoyens ont voté pour le Parti Socialiste. Alors, Nouvelle Donne, c'est parce que je pense... c'est un parti qui a très vite eu beaucoup d'adhérents, nous avons 6 000 adhérents aujourd'hui, qui correspond à une volonté d'avoir un parti qui propose un espace de citoyenneté. La possibilité, et d'ailleurs on dit reprendre la main, que les citoyens puissent reprendre la main, puissent agir dans les choix de société que l'on veut mettre en place. Et c'est aussi le fait que Nouvelle Donne, sur les questions sociales, a une position très forte. Et la question sociale au niveau européen, c'est un parti pro-européen, fédéraliste, ne peut pas être absente dans nos visions. Je crois que beaucoup de citoyens aujourd'hui ont un désamour de l'Europe. Et quand on les écoute, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, mais qu'est-ce que vous voulez ? On regarde ce qui se passe avec la Troïka. Elle a été en Grèce et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a exigé que, par exemple, les pensions soient divisées en deux. Elle a exigé que les services publics soient complètement rabotés. Et l'Europe, qu'on le veuille ou non, et la France, sont des zones économiques riches. Or, il y a une précarisation qui augmente. En France, on estime entre 9 et 10 millions de citoyens en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que c'est acceptable dans un pays comme la France ? Et je rappelle quand même que tout le monde a en tête, concernant l'Europe, que lorsqu'il y a eu la crise de 2008, avec les effets néfastes sur 2009, l'Union européenne a réussi à trouver plusieurs millions, même des milliards, pour renflouer les caisses. Donc on peut trouver des moyens, des financements pour renflouer les banques. Alors il faut aussi qu'on réponde à l'aspiration des citoyens sur les questions sociales. Alors des questions rapides, parce qu'il va y avoir d'autres reportages qui vont suivre pour le téléspectateur. Le mouvement islamo-chrétien de Lyon, qui prône, qui prône le retrait, donc une journée par mois, des élèves des écoles, pour justement s'indigner par rapport à cette politique de genre. Bon, alors d'abord, il y a une grande manipulation sur cette question. Le débat est parti d'une expérimentation sur un programme qui s'appelle l'abécédaire. Et quel était l'objectif de ce programme ? C'était de permettre
Vous savez qu'on a encore une inégalité très importante entre les hommes et les femmes aujourd'hui dans, dans la société française. Et l'idée, c'était que les enfants puissent avoir dans l'esprit, comment dire, l'égalité des droits entre hommes et femmes. Alors après, il y a une manipulation autour des études sur le genre. Hein. C'est des études qui viennent des Américains, c'est les Gender Studies. Et là, il y a eu tout un mouvement qui est parti aussi sur Internet. Et je pense que quelqu'un comme Farida Belroul, qui était dans Égalité et Réconciliation, qui est le mouvement de Alain Soral, qui est un idéologue, qui est de droite et contre lequel je m'insurge. Et Farida Belroul a joué un rôle parce qu'elle a lancé un appel en disant « Retirez vos enfants de l'école parce qu'il y a ce projet ». Voilà, donc moi je pense que c'est dramatique, que c'est parti d'une position fausse. Et le pire pour un enfant, c'est d'être retiré de l'école. C'est le lieu où il peut développer son autonomie. Très bien, en tous les cas, 50 ans d'immigration. Donc vous allez voir les reportages en Belgique et en France qui vont suivre. Un dernier mot, Habib, qu'est-ce qui nous attend pour l'immigration? Oui. Je crois que l'immigration, déjà, par exemple en Belgique, elle est à la 3e génération. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui se sont déjà bien intégrés. Je peux citer le cas de Mme Fadela Lan, qui est ministre de l'Audiovisuel et de la Culture. Je peux citer d'autres élus d'origine algérienne ou marocaine. Et donc, moi, je ne que me féliciter de cette réussite de l'intégration. Un dernier mot, Malika, et on continue. Ah, on continue après ou... Oui, alors, sur cette représentation de l'immigration maghrébine, issue de l'immigration maghrébine, dans les lieux de pouvoir, que ce soit à la députation ou au ministère. Moi, depuis que je suis députée, donc j'ai l'occasion de passer quand même du temps à Bruxelles, puisqu'on a tous travaillé dans les commissions du Parlement européen à Bruxelles, je trouve que la Belgique est en avance par rapport à la France, je le dis clairement. Je vois que la représentation, alors c'est l'immigration marocaine plutôt en Belgique, est beaucoup plus importante dans les espaces de pouvoir, parce que ce sont des espaces de pouvoir, être au ministère, être au Parlement. Eh bien, les personnes issues de l'immigration dont je suis, elle a encore une position beaucoup trop faible en France. C'est une bataille qu'on doit mener et je crois qu'on a encore du travail à faire. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est vrai que nous, ici en Belgique, on trouve que l'immigration a bien évolué. En tout cas, elle s'est bien intégrée. Il faut dire qu'il y a quand même des quartiers turcs, des quartiers un peu plus marocains et puis des villes comme Charleroi où il y a beaucoup plus une communauté algérienne. Tout ceci pour vous dire, Euromag parle toujours donc des Européens d'origine maghrébine, justement porter leur voix et arriver à ce que ces eurodéputés, à ce que la politique européenne soit bien développée dans nos pays d'origine, car on le dit, on le répète, il y a des financements énormes et des entraides en Europe qui aujourd'hui ne sont pas utilisées et dans les médias on peut dire que nous en sommes les témoins. C'est hier, je sais pas comment il y a quoi. Mais j'ai cru entendre que c'était les 50 ans d'immigration. Je voudrais m'adresser à ceux qui, au-delà de la force de travail déployée dans la rudesse de conditions de vie peu enviables, ont été un réel moteur de développement économique et urbanistique fondamental pour notre pays. M'adresser à ceux qui étaient venus pour ne pas rester, normalement, mais qui, 50 ans après, ont offert à notre pays un demi-million de citoyens nouveaux qui sont devenus constitutifs de notre ADN et de la richesse de notre patrimoine tant humain que citoyen. Et donc à tous ces grands-parents, arrière-grands-parents de la première génération, souvent anonymes, modestes et invisibles, mais passeurs de valeurs inestimables et fondateurs de familles impressionnantes de sentiments forts, je voudrais juste dire, comme d'autres ont pu le dire depuis quelques jours, merci. Merci au nom de ce pays qui est venu les chercher, hélas au départ peut-être moins pour eux que pour le rapport manuel, leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont apporté à ce pays. Le visage de notre pays, avant tout, son paysage, c'est celui des citoyens qui, depuis de multiples années, décident les contours d'un pays, certes petit par sa taille, mais qui mérite peut-être d'être grand par le rayonnement que permet notamment sa diversité culturelle nouvelle. L'identité belge n'a jamais été une évidence statique, elle est à chercher. Elle est pour moi la symbolique des défis du XXIe siècle, ceux de la mixité et l'appel au métissage de nos populations, celle du pluralisme politique on connaît, mais culturel et religieux, qui est aussi un enjeu fondamental de ce siècle. Et c'est cela, non seulement le but de cette matinée, mais aussi des prochaines 50 années. C'est faire vivre le modèle de la diversité réussie, généreuse, respectueuse, curieuse, réciproque, la défendre contre tous les racismes, contre tous les populismes, contre tous les simplismes, contre tous les replis identitaires,
c'est faire réussir cette véritable révolution des mentalités, je pense. Et voilà, pour conclure, comme certains l'ont dit avant nous, je pense que nous devons apprendre qu'il est possible d'aimer ce que nous sommes sans haïr ce que nous ne sommes pas. Je voudrais seulement que le dévouement et le militantisme de la communauté marocaine en Belgique depuis les premières vagues migratoires jusqu'à aujourd'hui, ainsi que ses sérieux efforts pour bien s'intégrer dans la société belge sans renier ses racines marocaines, constituent autant de raisons d'être fiers. Il convient de louer l'Europe, de l'État fédéral, des gouvernements des communautés et des régions belges, qui s'activent à rendre plus accueillantes les conditions de vie de nos compatriotes et plus aisées leur quête d'intégration, en veillant au respect de leurs droits et des conventions qui les garantissent. Si on fait simplement une comparaison avec un pays qui nous est proche, qui est celui de la France, où on a une migration assez parallèle, assez similaire, vous ne rencontrez pas de ministre d'origine marocaine, vous n'avez pas de présentatrice au JTTF1 ou de France 2 d'origine marocaine. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la France reste une monarchie avec un aspect féodal, c'est-à-dire les grandes écoles, et que la Belgique, contrairement à ce qu'on pense, est une république où le jeu est assez ouvert. Donc les 50 ans d'immigration marocaine et turque qui sont fêtés en ce moment en Belgique à travers la reconnaissance de cette histoire, ce patrimoine. Il y a 50 ans, la Belgique a signé 2 conventions de travail avec 2 pays qui ont donné un certain nombre de personnes immigrées sur le territoire qui ont pu enrichir et développer la Belgique. Et aujourd'hui, nous sommes, et moi je suis particulièrement le fruit de cette immigration puisque je suis de la 2e génération. Mes parents ont émigré dans les années 60, en 64, de l'Algérie, puisqu'ils ont vécu en Algérie à Oran, donc c'est de là qu'ils sont venus ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, ça veut dire se rappeler de cette histoire, faire en sorte qu'on puisse ne pas oublier le fait que ces personnes sont venues un jour déposer leurs valises pour construire une vie meilleure pour eux et pour leurs enfants. Et à cet égard, il y a en fait un certain nombre de projets, d'événements culturels qui ont pour vocation de mettre en évidence, de rendre visible toute cette histoire de l'immigration, mais surtout dans une dimension de citoyenneté. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que la plupart des personnes aujourd'hui sont belges, d'origine étrangère, mais belges tout d'abord, et que finalement la Belgique, elle est le fruit de cette immigration, de cette diversité citoyenne, et c'est ça qui est vraiment essentiel. Et donc à Bruxelles et en Wallonie, il y a des centaines d'événements culturels qui vont mettre en évidence cette citoyenneté diverse pour les 50 ans. Alors évidemment, je suis très heureuse d'avoir reçu cet insigne de la Légion d'honneur, surtout pour ma famille, pour mes parents qui étaient très émus, eux qui sont arrivés il y a 50 ans dans ce pays, qui ne savaient ni lire ni écrire. Je crois que c'est vraiment une belle façon d'avancer, d'évoluer, mais surtout je crois que cet insigne, il est aussi le fruit de tout le travail qui a été réalisé par mon équipe pour défendre la diversité culturelle, pour défendre la langue française et la francophonie dans le monde. Et je crois vraiment que c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment de se dire que c'est un point qui permet de se réjouir, mais en même temps il y a encore beaucoup de travail à faire pour continuer à défendre tout cela. Mais moi j'estime que dans le pluralisme des médias, il est important et même très enthousiasmant de voir que de nouveaux opérateurs viennent sur le territoire, dans le paysage audiovisuel. Donc tout le monde est le bienvenu, bien sûr, dans le cadre qui est le nôtre, dans le cadre aussi réglementaire et légal qui est chez nous. Moi j'estime en fait que d'avoir cette possibilité de découvrir d'autres programmes qui touchent à d'autres questionnements, à d'autres sujets, eh bien c'est plutôt rafraîchissant, c'est tout bénéfice pour les citoyens. Donc moi je souhaite plein succès et bon vent à Beurre TV et j'espère vraiment que vous allez avoir un bureau ici à Bruxelles et qu'on aura encore l'occasion d'échanger sur des sujets intéressants. Merci beaucoup, mesdames les ministres, monsieur l'ambassadeur. Le peuple tunisien, il y a 3 ans, ouvra une page nouvelle dans l'histoire du monde arabe, montrant avec force et courage la capacité de son peuple à lutter contre un régime autoritaire au nom de la liberté, la dignité et la justice.
plus généralement pour l'émergence d'une démocratie participative et inclusive et le renforcement de l'état de droit. L'exemple donné par la Tunisie encouragea l'Union européenne à réviser son approche dans le domaine de la mobilité vis-à-vis de tous ses voisins de l'autre rive de la Méditerranée. La voie choisie par la Tunisie a permis de proposer une nouvelle offre de collaboration plus ouverte, plus intégrée, ainsi qu'un modèle de coopération plus étroit, afin d'appréhender tous les aspects des mouvements migratoires entre les deux rives. Le partenariat de la mobilité entre la Tunisie, l'Union européenne et 10 États membres repose sur des choix à la fois ambitieux et réalistes. Il a pour d'abord l'ambition de servir d'instrument au service d'une coopération renforcée et permettre l'accomplissement du progrès. Ceci est clairement démontré par les objectifs qu'il affiche. Des initiatives seront mises en place pour promouvoir l'utilisation des canaux réguliers de migration au bénéfice des migrants tunisiens, de leur communauté d'origine et des pays de destination. Elles permettront de soutenir l'intégration des migrants tunisiens en Europe, mais aussi à assurer un traitement conforme aux standards internationaux pour les migrants et réfugiés arrivant en Tunisie. Elles permettront enfin de prévenir la migration irrégulière, de renforcer la capacité des autorités tunisiennes de gérer efficacement leurs frontières et lutter contre la criminalité organisée transfrontalière. Dans le cadre du partenariat, l'Union européenne et la Tunisie procéderont à des négociations parallèles en vue d'un accord de facilitation de visa et d'un accord portant sur la réadmission. Les discussions permettront de développer entre l'Union et la Tunisie un vrai dialogue sur la migration, la mobilité, la sécurité et d'examiner les possibilités de coopération dans tous ces domaines. Ces discussions permettront de renforcer les relations bilatérales et la coopération entre la Tunisie et chacun des États membres ici présents. Ce partenariat doit devenir une plateforme d'échange et de coopération entre partenariats responsables pour relever ensemble les défis qui se posent dans les domaines. Monsieur et Madame les ministres, Monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces raisons, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de signer aujourd'hui avec vous cette déclaration qui établit le partenariat de mobilité entre la Tunisie, l'Union européenne et 10 de ses États membres. J'espère qu'au-delà des domaines spécifiques de la migration, de la mobilité et de la sécurité, ce partenariat contribuera à l'approfondissement des relations entre la Tunisie et l'Union européenne. Je souhaite donc tout le succès qu'il mérite dans sa mise en œuvre. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, c'est une joie pour moi de me trouver aujourd'hui parmi vous afin de signer au nom de mon pays la déclaration conjointe établissant un partenariat de mobilité entre la Tunisie et l'Union européenne et les États membres participants, fruit d'un long processus de dialogue et d'échange de vues fructueux. L'honneur que m'est revenu de signer cette déclaration est encore plus grand et significatif puisqu'annonciateur d'une nouvelle étape dans nos relations bilatérales basée, j'en suis convaincu, sur davantage de rapprochement et de coopération. Il s'agit là d'un premier pas vers la concrétisation de notre partenariat privilégié, un vaste chantier nécessitant de part et d'autre des efforts, des compromis et surtout des concessions afin d'atteindre l'objectif final auquel nous aspirons tous, des relations intégrées, fondées sur le respect mutuel et au service des intérêts communs des deux parties. La Tunisie nouvelle, libre et démocratique, se réjouit d'avoir à ses côtés une Europe ouverte sur son voisinage et déterminée à prêter main forte à cette expérience démocratique naissante qui mérite, j'ose le croire, d'être davantage soutenue. Mesdames et Messieurs, bien qu'il s'agisse d'une déclaration politique, celle-ci offre aux deux parties le cadre idoine à même de permettre la réalisation des objectifs communs en matière de mobilité. L'esprit de consensus fort constructif qui a imprégné les négociations tenues à cet effet a permis de dégager une approche globale confirmant la volonté des deux parties d'aller de l'avant et de passer outre les points de divergence. La Tunisie espère que la mise en œuvre de cette déclaration, par le biais d'actions ciblées, répondra du moins d'une manière équilibrée à ses attentes et à ses priorités en matière de migration, d'emploi et de développement solidaire. Elle n'en demeure pas moins consciente des défis auxquels elle devrait faire face, notamment en matière de migration irrégulière. Renouvelant ma conviction profonde que le but ultime de ce partenariat en matière de mobilité est la fructification des échanges humains entre la Tunisie et l'UE, j'émets le souhait que les deux parties pourront couronner ce travail de longue haleine par la conclusion d'un accord de facilitation de visa. J'ajouterai également que la lutte contre la migration illégale et le trafic des migrants passe inéluctablement par un effort conjoint
tendant à développer les régions à fort potentiel migratoire à travers la mise en place de projets et d'investissements conséquents. J'ajouterai ici que la Tunisie comptera l'année prochaine environ 500 000 étudiants à l'université et qu'actuellement on a un nombre effrayant de chômeurs diplômés de l'enseignement supérieur qui est équivalent à 280 000 qui sortent de l'université et qui attendent depuis quelques années la réalisation d'un espoir de trouver un emploi. Donc je compte sur l'Union européenne pour inciter les investisseurs à développer les régions défavorisées en Tunisie et à investir dans ces régions pour créer de la richesse et créer des emplois pour ces jeunes. Sinon, cette déclaration ne pourra rien résoudre. Voilà, je pense que c'est le mot final de ma déclaration et je compte sur les amitiés des uns et des autres pour aider la Tunisie à dépasser ces moments difficiles parce que la Tunisie a depuis 3 ans quand même passé par des moments assez difficiles et c'est grâce un peu à l'intelligence des Tunisiennes et des Tunisiens qu'on est arrivé à ce résultat qui est salué par un nombre d'amis qui aiment vraiment la Tunisie parce que la transition en Tunisie a beaucoup d'ennemis, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je compte sur vous pour nous aider à dépasser ces moments difficiles. Merci à tous. Comment Prime Minister Zaidan's attachment to a peaceful and democratic transition and to his efforts to establishing good neighborly relations with the countries in the region. Nous avons là un correspondant qui fait toute la distribution. Votre Excellence, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous revoir depuis le temps, ça fait longtemps. Très bienvenue, je vous souhaite la bienvenue. Je vous en prie, vous voulez bien vous asseoir. Très très bien. Et puis, vous devez rencontrer différents responsables. L'Union européenne est déjà le plus important partenaire commercial du Maroc et son premier investisseur étranger. Afin d'atteindre un potentiel plus vaste, une intégration plus poussée, nous voulons aller plus loin, faire un accord exigeant qui assure une plus grande intégration de l'économie marocaine dans le marché unique européen. Le Maroc est le premier partenaire de la région méditerranéenne avec lequel l'Union européenne lance une telle négociation pour un accord de libre-échange complet et approfondi, et je m'en réjouis. L'accord approfondira nos relations économiques dans l'intérêt de nos citoyens, nos sociétés, nos peuples. Nous serons tous les bénéficiaires directs de ce nouveau cadre plus dynamique et plus concurrentiel. Il donnera un meilleur accès au marché de part et d'autre, améliorera l'environnement des affaires afin qu'il devienne plus prévisible et plus stable. Ensemble, nous jetons ainsi les bases vers un futur espace économique commun entre l'Union européenne et le Maroc. Et je me félicite de voir notre partenariat se renforcer de manière aussi importante. Oui, nous avons évoqué beaucoup de sujets. Le premier sujet, c'est la présidence de Mauritanie, comme l'Union africaine. L'Europe, beaucoup d'engagement en Afrique, les mêmes Afrique en Europe, et nous sommes en train de préparer le sommet l'Afrique-l'Europe au mois d'avril. Et le président mauritanien va co-présider avec le président Van Rompuy ce sommet. Il y a encore beaucoup à faire pour faire le sommet, l'événement clé d'une relation entre l'Europe et l'Afrique. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est Sahel, c'est la stratégie de Sahel, où l'Union européenne regarde beaucoup de nécessité pour soutenir ce processus de sécurisation et de développement. Et je crois que nous sommes en bon train pour soutenir le processus, qu'il y a plus de sécurité, plus de croissance et meilleures conditions de vie. Et le troisième sujet, j'ai informé Monsieur le Président
pour le programme actuel de la coopération qui marche très bien. Je vais aller inaugurer le début des travaux aujourd'hui entre Nouakchott et Rosso. Nous avons aussi les autres projets qui pourraient nommer dans tous les domaines et ça avance bien. Et pour 11e fête, nous avons décidé ensemble, il y a 3 secteurs clés qui nous avons choisis comme les secteurs de concentration, c'est le développement rural. Dans toutes les complexités, ce n'est pas seulement agricole, mais c'est aussi nutrition, accès à l'eau, accès à l'énergie. Le deuxième sujet, c'est santé, soutenir l'État pour faire un système de santé durable. Et le troisième, c'est l'état de droit, avec beaucoup d'éléments avec qui nous travaillons aujourd'hui. Je suis très satisfait de la préparation de ce programme. Ce programme pour 11e fête s'élève jusqu'à presque 200 millions d'euros, mais il y a d'autres lignes d'appui budgétaire qui pourraient être utilisées pour renforcer. Ça veut dire que notre coopération est d'un très bon niveau, mais aujourd'hui, avec le président, nous avons évoqué le sujet pan-africain au mondial, parce que aussi nous avons en train de prendre des positions dans les processus après objectif millionnaire pour le développement. Et là, Mauritanie est dans le groupe de haute commission pour préparer les positions africaines. Et c'est le processus qui doit être géré par l'Africain, à mon avis, parce que l'Afrique, c'est le continent le plus dynamique, mais aussi qui commence dans les niveaux plus bas si je fais la comparaison avec les autres continents. Je remercie aussi M. le Président pour tous les accueils très chaleureux dans ce pays merveilleux. Merci. Oui. Bonjour, mesdames et messieurs. Cela faisait déjà longtemps que je souhaitais venir en Algérie. Il est donc inutile de vous préciser combien je suis heureux d'être ici, dans ce grand pays que nous respectons beaucoup, un pays voisin de l'Union européenne, un pays avec lequel nous voulons renforcer notre partenariat. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser directement à tous les Algériens pour leur exprimer mes sincères sollicitations lorsque vous venez de conclure, après une année de commémoration, cette commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance. Nous pensons que le chemin parcouru depuis votre indépendance a été jalonné de moments de joie comme de moments de douleur, mais les Algériens ont toujours su surmonter toutes les difficultés. Et je me réjouis que l'Europe soit un partenaire engagé de l'Algérie dans tous ces moments. Et nous avons franchi aujourd'hui une nouvelle étape très importante dans ce sens avec le mémorandum d'entente dans le domaine de l'énergie. J'étais moi-même du côté de l'Union européenne à l'origine de cette importante initiative, déjà en 2006. L'énergie, vous le savez, est un domaine prioritaire du partenariat euro-méditerranéen, car c'est un facteur indispensable pour la construction d'une zone partagée de prospérité et de stabilité. Et dans ce cadre, l'Algérie est un partenaire clé pour l'Union européenne, tant au niveau bilatéral qu'au niveau régional. Le gaz naturel est un enjeu stratégique pour les deux parties. L'Algérie est un fournisseur majeur de l'Europe, alors que l'Europe est de loin le principal client de l'Algérie. Ce mémorandum établit un cadre de coopération qui couvre l'ensemble des sujets d'intérêt commun, à savoir les hydrocarbures, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la réforme du cadre législatif et réglementaire, la progressive intégration de nos marchés de l'énergie, le développement des infrastructures d'intérêt commun, le transfert de technologies et le développement local. Ces mémorandums, je voudrais le souligner, reflètent donc nos forts intérêts communs
et sera appliqué dans le respect des lois et réglementations en vigueur. Je connais relativement bien, si vous me permettez maintenant une réflexion personnelle, je connais relativement bien l'histoire de votre pays. Je sais à quel point c'est important le rôle que votre pays joue dans la région. J'ai un immense respect pour votre pays et pour votre histoire et votre culture. En tant que président de la Commission européenne, mais aussi dans d'autres fonctions que j'ai pu avoir avant au niveau national, j'ai beaucoup investi dans le dialogue et la coopération avec l'ensemble du Maghreb. Avec d'autres ministres des Affaires étrangères, j'ai été l'un des fondateurs du dialogue 5+5. Je crois vraiment que la Méditerranée doit être un pont qui unit et pas un espace qui sépare. Et là, le rôle de l'Algérie est un rôle déterminant. La position centrale que votre pays a dans la région et aussi dans le dialogue de la Méditerranée avec l'Europe et de l'Afrique avec l'Europe, c'est de toute première importance. C'était cela l'esprit de nos conversations aujourd'hui. C'est l'esprit de discuter en toute ouverture les grandes questions, voir comment développer davantage notre partenariat, comment l'inscrire dans la durée, avec ce sens de durée, et comment on peut avancer après de façon pragmatique dans les différents niveaux. Est-ce que je peux rajouter un mot? Oui. Alors, non, ce que je voudrais dire, dans les relations, alors vous savez qu'il y a ce projet d'Union pour la Méditerranée, qui pour moi est un échec qui n'avance pas. Or, je crois que, en tout cas, autour des 5+5, c'est-à-dire les pays de la rive sud du Parlement, de l'Europe, de l'Union européenne, et les pays de la rive nord de l'Afrique, je pense qu'on a des relations fortes, nous en sommes le témoin, et je crois que là-dessus, il faut absolument qu'il y ait une dynamique qui se remette en place. J'ai créé un groupe d'amitié Union européenne-Maghreb pour que dans l'espace public, on puisse réfléchir à ces questions et quelles relations on peut avoir avec ces deux espaces très importants. Eh bien, merci beaucoup. L'émission s'est passée vraiment très rapidement. Il faut dire que l'actualité est prenante. Et puis, on vous donne rendez-vous donc le mercredi prochain sur Beurre TV et suivez-nous aussi sur Arabelle FM à Bruxelles. Au revoir. Au revoir. Au revoir.